La balade immobile. Un nouveau numéro de Balades Immobiles un peu spécial ce mois-ci. Balades Immobiles en plein air, ou plutôt au bord de l'océan, puisque nous sommes au port de plaisance des Sables d'Olonne, sur le mythique ponton du Vendée Globe, duquel s'élancent tous les 4 ans les plus grands marins pour un tour du monde en solitaire. Mais il existe mille et une façons de faire le tour du monde en bateau. L'homme qui nous reçoit aujourd'hui prépare le sien à bord du Fei au Shanghai. C'est un modeste voilier, une modeste embarcation de moins de 10 mètres. Un pari fou pour cet ancien photographe envoûté par le grand large à la lecture des ouvrages de Moitessier dans le métro parisien, il y a de cela une trentaine d'années. Depuis, de l'eau a coulé sous les pontons, si je puis dire. Dans moins d'un an, Arnaud sera parmi les participants de la Golden Globe Race 2022, une course sans escale, en solitaire et sans assistance, créée en 1968 et qui partira, elle aussi, depuis les Sables d'Olonne l'an prochain donc. Nous sommes aujourd'hui avec Laetitia, avec notre éternel confiné, du côté de Melbourne, Thomas, et puis notre invité donc, Arnaud Guest. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir sur ton bateau. On va en parler un peu plus amplement de ce bateau qui est assez particulier quand même, parce que c'est pas le bateau qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'au premier abord, on se dit pas avec ce bateau-là, on peut faire un tour du monde. Alors effectivement, c'est un bateau qui est d'abord un bateau de plaisancier. Hein. C'est un bateau qui était vendu pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est un bateau qui fait 10 mètres, qui a été tiré à plusieurs exemplaires, et alors le mien c'est un Barbican 33, et c'était mon bateau avant la course, c'est-à-dire que c'était mon bateau personnel. Et la course est apparue après, et donc j'utilise mon bateau. Je pense que je suis le seul participant qui utilise son propre bateau. Alors ça rappelle la tradition, la première Golden Globe où les Bernard Moitessier, les Loïc Fougeron habitaient dans leur bateau. On va revenir d'ailleurs sur l'histoire de cette course qui a un peu plus de 50 ans maintenant. La première édition c'était en 67, 68 ouais. Ça va avoir 53 ans là cette année, et puis 54 le jour du départ. Et puis le monde de la mer, c'est un monde qui fait rêver. Toi, t'es tombé dedans comment et à quel âge ? Je suis tombé assez tard. En fait, je suis né à Blois, donc dans les terres. Hein. Grand port de pêche. Grand port de pêche où parfois on peut traverser la Loire à pied, tellement c'est profond. Et en fait, j'ai découvert la voile, on va dire la première fois avec mon frère sur un bateau à Saint-Malo. Ouais. Une sortie catastrophique où on est parti sans rien, on est parti quelques heures, on est rentré dans la nuit, c'est incroyable qu'on ne soit pas décédé depuis. Mais ça m'avait tellement plu, c'était génial. Et puis après, j'avais abandonné l'idée parce que je pensais que je ne pouvais pas accéder à la voile, ça restait quelque chose de trop élitiste. Et puis, donc ça, je devais avoir 17 ans, 18 ans. Et à 19 ans, j'ai lu La Longue Route de Bernard Moitessier. En fait, à Paris, dans le métro, on s'ennuie énormément. Alors au début, quand on est provincial, on essaye de regarder les gens et puis de leur sourire. Ouais, et puis après, on abandonne vite, rapidement. Hein, ouais. Et donc du coup, on lit beaucoup. Ça m'a permis de commencer à lire. Il ne faut pas lire La Longue Route, c'est dangereux comme ouvrage. Et La Longue Route, c'est l'histoire de Bernard Moitessier qui fait la première Golden Globe Race. Ouais. Et qui va faire une histoire extraordinaire, non seulement un tour du monde, mais il va même pas vouloir rentrer, il va faire un deuxième, il va continuer un deuxième. Ouais. Ce sera le plus long trajet à la voile jamais réalisé, en solitaire. Encore à ce jour. Encore à ce jour. Ouais. Et surtout, c'est un romanesque incroyable, puisque il envoie des messages, il n'a pas de radio, il envoie des messages dans des petites capsules de 24-36 de pellicule. Ouais. Quand il voit des bateaux de pêcheurs, quand il va à Cape Town en Afrique du Sud, il vise les marins pêcheurs, il leur vise pour qu'ils chopent le petit truc. Et dans les boîtes, il y a ces messages. Et dont un qui est devenu très très célèbre, qui a été publié dans Paris Match, où il dit je continue, je ne veux pas rentrer, je continue. et je continue pour sauver mon âme. Oui. Je veux dire, là on est, je préfère abandonner la course et abandonner le prix. Il y avait un prix de 5000 livres qui pour lui était vraiment très précieux parce qu'il cherchait des sous tout le temps. Et non, en fait, non, j'ai pas envie de rentrer. Et il fait ça pour sauver son âme. Donc ne lisez jamais ce livre parce que du coup, moi j'ai abandonné mon travail pour m'acheter un bateau. Mais t'as sauvé ton âme, au passage. Oui, moi je l'ai revendu plus tard. Hein. Mais bon. Mais est-ce que le bateau, pour les navigateurs, c'est une personne, tu fais corps avec ton bateau. Est-ce que tu veux bien nous le présenter ? Oui, là, oui. Nous le décrire. Le bateau est un bateau classique avec une très belle forme. Les Anglais disent que c'est une fille, c'est une femme, souvent old lady, une vieille dame. Alors
Pour moi, c'est pas une fille, pour moi, c'est un garçon. Chacun le trouve. C'était Autissier qui disait qu'on trouvait un genre à chaque bateau est différent. Alors, c'est un garçon, mais il a un nom de fille, il s'appelle Fei of Shanghai. Et un bateau avec une vraie barre franche que vous avez ici. Vous sentez une barre bien solide. Tout est simple, tout est réduit à des choses assez pures. En fait, pour moi, les choses parfaites, c'est les choses où on ne peut plus rien retirer. Et donc du coup, dans ce bateau-là, si vous voyez par exemple le balcon arrière, qui est tout simplement une protection pour ne pas tomber à l'arrière, il y a l'échelle qui est intégrée, mais ça se voit à peine. Oui. Et en fait, on peut descendre l'échelle et du coup, c'est très facile. C'est sobre et fonctionnel. Tout est comme ça. Avec une vraie barre en bois, on n'est pas sur une barre à roues, il n'y a pas de mécanique complexe. J'imagine que quand on emprunte la mer aussi avec ce genre de bateau, c'est finalement assez rassurant. On a du mal à se dire qu'avec un tel bateau, on peut traverser les océans. Et en même temps, on a l'impression d'être sur un bateau qui est en fait hyper costaud. Alors, il est hyper costaud. Pour donner une idée, le pont fait 6 cm d'épaisseur. Il n'y a pas de renfort de cadène parce qu'il n'y a pas besoin. Le renfort de cadène, c'est ce qui tient les haubans et ce qui en fait tient le mât vraiment solidement. Il tient très très bien la mer dans les moments difficiles. On se sent vraiment en sécurité. Le bateau est toujours plus fort que le marin, toujours. Est-ce que tu lui parles ? Bien sûr. Bien sûr. Le matin, c'est des rencontres chaque jour, chaque moment. Oui, et puis je vis dans son ventre. C'est vrai que d'un point de vue freudien, si vous le regardez en hauteur, ça ressemble un peu à l'origine du monde. Et puis en fait, vous vivez à l'intérieur. Ça m'étonne pas que les Anglais disent que c'est une fille. Mais à la vérité, c'est plus compliqué que ça parce que quelque part, je suis l'esprit et lui, il est le corps. Et du coup, il y a une harmonie qui se crée. Mais il est à la fois très rassurant, mais tout peut casser quand même. Donc c'est moi qui dois faire attention à ça. Mais comme votre corps, vous devez en faire attention pour éviter de tout casser. Et lorsqu'on tient la barre, on sent directement l'immergé et le safran, le gouvernail. Ouais. Donc on sent exactement les vibrations de l'eau dans le safran. C'est vraiment quelque chose qui vit. Alors on est aussi avec Thomas qui est avec nous depuis l'autre bout de la planète, Thomas en Australie, à Melbourne. Écoute Thomas, je ne sais pas si tu entends, mais il y a les mouettes en ce moment au-dessus de nous. Les goélands, pardon. Il y a les goélands qui passent au-dessus de nous. C'est magnifique parce que nous on est toujours confinés en Australie, notamment à Melbourne et Sydney, puisque le Covid finalement il découvre aussi à Sydney. Et là je vous écoute depuis tout à l'heure, ça fait voyager, ça fait vraiment du bien. Et en plus Laetitia, pour tout vous dire, avant que l'on démarre ce podcast, m'a envoyé une petite photo de toi Fabien, où on voit ce ciel bleu magnifique, où t'es sur ce port et tout. Je peux dire ça calme, ça fait du bien. On va peut-être rentrer finalement, tu vois. Bah oui, revenez en France, c'est sympa ici. tu vois, donc, pour en revenir à la voile, l'Australie est une terre de voile également, puisqu'il y a souvent des régates dans un temps normal. Lorsqu'il n'y a pas de Covid, il y a beaucoup de courses, notamment entre Sydney et Hobart, en Tasmanie. C'est des courses qui sont assez mythiques, assez difficiles aussi. En Nouvelle-Zélande également, beaucoup de voiles. Et c'est vrai que je suis épaté que vous puissiez comme ça prendre votre bateau, partir pour faire un tour du monde. Personnellement, moi j'aurais une peur hallucinante, puisque si j'ai bien compris, il n'y aura pas d'assistance en termes de navigation. C'est-à-dire que c'est à l'ancienne, c'est bien ça ? Ah oui, absolument. C'est complètement à l'ancienne. C'est-à-dire que tout ce qu'on a intégré actuellement dans notre vraie vie, la technologie, Facebook, mais les GPS... pas Facebook pendant la course ? J'ai pas de carte bleue sans contact, rien. J'ai rien du tout. Et tout ça... Oui, on va pouvoir faire TikTok. Et TikTok, etc. Et toute la liaison qui nous lie, mais qui nous attache à ce monde-là, on l'a plus. Alors surtout, il faut imaginer, pas de GPS. On s'est tellement habitué au GPS que ça va faire drôle. Nous, on va se repérer aux astres. Alors, les astres, en général, c'est ça le sol. Moi, je pense au GPS depuis le début. Ah oui. Alors, il faut imaginer que, comme on est très très proche de la nature en mer, donc s'il y a des nuages, je ne pourrais pas voir l'astre, je ne pourrais pas voir le soleil ou la lune ou les étoiles, et je ne pourrais pas savoir faire un point astronomique. Et il faut imaginer qu'on peut avoir 2-3 jours, une semaine entièrement nuageux. Comment tu fais dans ce cas-là ? Eh ben, j'ai un Saint-Christophe à l'avant. Non, c'est pas vrai. En fait, vous avez techniquement, on a l'estime. L'estime, c'est la direction dans laquelle tu vas et le nombre de temps dans lequel tu vas. Par exemple, c'est pas l'estime de soi. Hein. Ouais. Et il en faut, mais ça sert moins. En fait, c'est comme si vous marchiez les yeux fermés dans une très grande pièce, vous avez repéré la pièce, vous avez la carte dans votre tête, vous marchez
quelque part dans une direction et vous dites je suis à peu près dans tel endroit dans la pièce, sans les yeux. Et ben c'est ça l'estime. Bon, parfois ça marche, parfois... Alors en bateau, il y a des dérives, il y a plein de choses. Et c'est bien de faire des points pour se remettre d'aplomb, pour refaire la prochaine estime. Dans le droit chemin. On est aussi avec Hervé. Tu nous présentes Hervé ? Hervé, c'est une personne qui vient m'aider, qui est un ami et qui participe au projet. Hervé, tu vas te présenter. Oui, présente-toi Hervé. Bonjour à tous déjà. Tu as arrêté il y a longtemps. Oui, ça fait anonyme. Ça fait un peu de ça. Donc du coup voilà, je viens aider Arnaud quand il a besoin, il m'appelle et puis moi si je peux, parce que j'ai un travail aussi à côté, parce que j'ai pas la chance de comment dire d'être, je fais ça sur mon temps libre. Oui. Et ça me convient très bien et on s'entend très bien tous les deux avec Arnaud, et cette aventure qu'il lui va faire me passionne. Je t'ai vu un petit peu avec Arnaud, notamment quand vous avez remis le bateau à l'eau il y a quelques mois de cela, ça fait à peu près 2 mois, c'était au mois de juillet par là. Oui, tu t'y intéresses depuis longtemps. La mer, c'est une passion depuis quand ? La mer, c'est une passion depuis que je suis tout jeune. Ouais. Je venais à la mer avec mes parents quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Et après voilà, il y a un grand navigateur, en l'occurrence pour le citer, c'est Raphaël Dinelli, qui lui m'a appris énormément de choses sur les bateaux et qui m'a donné entre guillemets ce virus, si je puis dire. Et si je puis me permettre, Hervé ne le dit pas, mais il a aidé Raphaël Dinelli pour la préparation de son bateau. Oui. C'est plus que... Il y a quand même une collaboration. Comme il a aidé Sébastien Destremo dans le Vendée Globe. Et oui, c'est une véritable passion, c'est un virus. Il y a des choses que tu préfères. C'est quoi ta marotte sur un bateau ? Où vont tes préférences quand tu dois contribuer à un projet comme celui-là, au-delà de l'implication et de faire partie de l'aventure? Qu'est-ce que tu aimes faire ? J'ai pas de préférence ou de non-préférence. À partir du moment où vous êtes sur un bateau, surtout celui-là, et que vous êtes sur l'eau, et que c'est votre virus. Je compléterai la question en disant comment toi tu le reçois, parce que les navigateurs, généralement, je peux me tromper, mais sont des vrais solitaires. Donc quand tu vois arriver des gens comme ça, comment tu arrives à partager l'aventure au-delà de l'engouement ? En fait, c'est une pièce à 2 faces. Ouais. Moi, j'adore être seul et naturellement, j'ai toujours vécu seul, entre guillemets. Quand j'ai fabriqué mes maisons, je les faisais seul, sans aide, je faisais la toiture, je faisais tout. Enfin, quand j'ai fait mes traversées, je les ai toujours fait en solitaire, jamais fait d'équipage. J'ai toujours conçu l'idée seule. Mais d'un autre côté, j'aime bien être avec les autres, j'aime bien parler avec les autres. Et c'est très, très ambivalent. Mais quand je suis en mer, il y a un petit bateau qui passe. C'est même pas un bateau, c'est un scotter, un jet ski. Un jet ski. Un jet ski. Un scotter. Un scotter. Voyou. Délinquant. Et donc il est en train de filer Ouais, il coule. Ce magnifique véhicule. Et donc d'un côté, pour cette course, on ne peut pas la préparer seul. Il faut absolument avoir de l'aide. Il faut se sentir soutenu. Et donc il y a un côté contre nature qui me dit je vais demander de l'aide, je vais demander un soutien aux autres. Alors Hervé est pas mal parce qu'il me pousse en me disant ouais mais tu devrais demander à etc. La dernière prise de vue, c'était monsieur qui avait pensé à ça. Et donc forcément ça contrebalance. Tandis que moi je pense toujours comment je peux me débrouiller tout seul. Oui. Tout le temps. Et donc Hervé, toi notamment, c'est aussi une aide sur le plan psychologique finalement que tu amènes. Je te voyais tout à l'heure, quand on parlait des images notamment qui ont été tournées ou des photos prises autour du bateau, tu as des idées comme ça, tu dis à Arnaud, tiens on pourrait faire ça. Donc Arnaud il dit non. Oui c'est le schéma à peu près. Il dit on pourrait faire ça et puis je dis non, c'est à peu près le schéma, on peut le... Après si je peux lui donner de bonnes idées, tant mieux. Si je l'aide psychologiquement et matériellement, encore mieux. Là, moi, j'ai tout gagné dans cette histoire. Après, voilà, je veux dire, Arnaud, c'est quelqu'un de formidable, de très généreux.
Comme il disait tout à l'heure, on s'entend très très bien tous les deux et voilà. Et j'espère qu'il ira au bout et qu'il va remporter cette course. Bah, j'espère bien. Alors justement, on l'a fait pour la gagner ou on l'a fait pour la faire? Alors, moi, je la fais pour la faire, hein, clairement. Il y a 2 types de concurrents. Il va y avoir donc les aventuriers et les compétiteurs. Là, en compétiteur, j'en vois 3 dans la course. Oui. Tous les autres, c'est des aventuriers. C'est des gens qui ont d'autres métiers. Notre voisin irlandais, là, ici, Pat Lawless, est menuisier. Les autres personnes ont des compagnies, ont d'autres métiers. Et on est là parce qu'on a toujours rêvé de faire cette course. Donc c'est vraiment des passionnés. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher quand on est à 2 bateaux ou quand on est à 2 vélos, etc., de voir lequel gérera mieux le virage, le temps. Et naturellement, c'est sympa de régler un peu mieux que le voisin. Mais la vérité, c'est que pour moi, c'est que je vais faire le mieux contre moi-même et pas contre les autres. Justement, comment on gère la solitude? Parce que même si on aime ça, c'est long. C'est combien de temps la course? Le plus rapide et le plus long, Si je quelque suis part. rapide, 7 mois. 7 mois, 200, 210 jours. Ça, c'est si je suis rapide. J'ai bien géré. Et si je suis pas rapide, ça va compter 9 mois, 10 mois. Et tu as une appréhension par rapport à cette solitude sur la durée ou pas du tout? Non, pas sur la solitude. Alors, c'est clair que j'ai jamais fait 7 mois seul. Très peu de personnes l'ont fait. Mais normalement, ça devrait être assez bon. En revanche, ça peut être les fatigues physiques, ça peut être d'autres choses qui peuvent être importantes. Donc là, je vais m'entraîner cet hiver pour faire plus d'1 mois en solitaire, mais ça m'inquiète pas trop le côté solitude. Il y a des choses plus simples qui m'inquiètent, par exemple ma réserve d'eau. C'est la question que j'allais te poser aussi. C'est plus basique. Très, très logistiquement, la bouffe. Oui, parce qu'une des questions que me posent les gens sur le ponton, c'est mais du coup, pour la nourriture, vous faites escale où? Ah bah non. Donc, non, mais le principe de la course, il n'y a pas d'escale. Donc, la conception d'idée de faire les courses pour 7 mois d'un coup les plonge dans un abysse d'incertitude. Et alors comment tu fais? T'arrêtes de manger pendant 3 jours pour être sûr d'avoir très très envie Oui. de prendre des trucs, de faire des choix Non, mais j'ai pas une tête à arrêter de manger pendant 3 jours. Non, c'est pas faux. Non. Non, techniquement, la nourriture, ça va être très important. Il me faut des choses très très variées et qui me font plaisir. Et puis, je vais avoir 7 mois de nourriture bien, avec des vrais menus, vraiment bien faits. Ouais. Et bien sûr, si je fais plus de 7 mois, je vais avoir des pâtes et du riz en stocké dans des bouteilles de 5 litres. Vous savez, les bouteilles qu'on achète. Donc ce sera bien fermé et je peux les jeter dans le fond des coffres. Et ça me permettra de faire 2-3 mois de plus. Ouais. Et je ne mangerai pas que des pâtes, il me restera des restes de goût de quelque chose. Puis je prendrai un poisson, etc. Alors là, on a une équipée sauvage de scotters, comme dirait Fabien. et ça va être, on va les laisser passer. Et le poids, le menu c'est une chose, mais t'as des contraintes, tu peux pas emmener, tu parlais de l'eau. Alors en fait on peut charger quand même beaucoup les bateaux. Le bateau étant dans l'eau, si vous rajoutez 1 tonne, ça fait simplement 1 mètre cube de plus. Et donc le bateau va s'enfoncer de 5 cm de plus. Disons qu'au départ, je serai très enfoncé. Et tant que le poids est bien centré vers le bas et bien géré par le bas et ne peut pas se retourner, en fait ça posera pas trop de problèmes pour la sécurité ni pour ce sera pour la vitesse, mais c'est que la vitesse. J'allais te demander, suivant que tu es très enfoncé ou pas, est-ce que tu changes ta manière de naviguer ou pas particulièrement? Alors il faut que le poids soit centré. Si jamais c'est du poids vers l'avant, ça peut vraiment être très dangereux. Si c'est du poids vers l'arrière, ça peut aussi être dangereux. Mais si le poids est bien centré, on peut quand même bien gérer. Je peux perdre 15 cm sans que le bateau soit plus risqué. Donc moi je vais charger personnellement, je vais charger pas mal. Pour l'eau, normalement ça va être difficile d'avoir toute l'eau pour tout le voyage. Donc je vais récupérer l'eau de pluie pour pouvoir boire. C'est ça, c'est-à-dire que l'organisation du bateau est faite de telle sorte que tu te retrouves à être le plus autonome possible. La nourriture, évidemment, tu es obligé de l'emmener parce que tu peux pas faire pousser de salade sur le pont du bateau. En fait, je peux faire pousser des petites graines. Des petites graines que je vais faire germer, ça va me donner quelques croquants un petit peu. Oui. Mais je peux pas le faire dans le grand sud parce que ça poussera pas, il fait trop froid. Oui. Donc il faut qu'il fasse au moins 10-15 degrés pour que ça puisse germer. Et à 5 degrés, ça germe. Au milieu des eaux internationales, vous allez faire des jaloux, les petites graines.
Je dis rien. Il y a la gestion de l'eau, t'en parlais, c'est quelque chose de primordial. Ouais. Tu embarques de l'eau douce sur ton bateau Mm. et tu vas en produire aussi toi-même. Ça se passe comment? Parce qu'il y a les procédés maintenant pour... Bien sûr, grâce à l'osmose inverse, vous pouvez transformer de l'eau de mer en eau douce. Alors, tu nous expliques parce que l'osmose inverse. C'est chouette comme mot, hein. C'est- Osmose c'est- inverse, ouais, il y a j'aime- des mots qui sonnent bien comme Parce ça. que l'osmose, pour moi, c'est antinomique avec inverse. Ouais. Alors en fait, je peux t'expliquer, c'est simple, hein. Quand tu as deux liquides, l'un est plein de particules, on va dire il est pollué, l'autre est pur. Naturellement, le liquide qui est pollué veut se diluer dans le liquide qui est pur. Dans un verre, imaginons, il y a deux zones, les deux veulent se... Donc ça s'appelle l'osmose. D'accord. Et bien l'osmose inverse, on met une sorte de membrane entre les deux et on pousse volontairement l'eau qui est sale du côté propre, mais grâce à ce filtre, eh ben, ça garde toutes les molécules qui sont plus grosses qu'une molécule d'eau, ce qui fait de l'eau pure. Et ça s'appelle l'osmose inverse. Et ça permet de désaliniser l'eau de mer. Génial. Sauf que nous, on n'a pas le droit parce que c'est trop moderne. Voilà, ça fait partie des contraintes de la course, puisque tu le disais, pas d'équipement électronique, une navigation à l'ancienne, au sextant. La radio, les liaisons sont malgré tout embarquées sur le bateau, Ouais. mais dans un coffre. Ah oui, dans un coffre, tout est plombé et on a un téléphone satellitaire pour appeler le comité de course. Et on a une liaison, je crois, toutes les semaines avec le comité de course. Mais il faut imaginer que je ne vais pas communiquer avec mes enfants, avec mon ami, avec... Et comment tu le gères ça psychologiquement? Justement, on parlait de l'isolement. Enfin, Laetitia te demandait un petit peu la façon dont tu te préparais mentalement. Le fait d'être loin de ses proches aussi, c'est quelque chose... une chose à laquelle on se prépare, bien évidemment. Tu procèdes comment? Peut-être c'est une erreur, mais pour l'instant, je le prépare avec appétit. Ouais. C'est-à-dire que c'est un recueillement avec moi-même. En fait, ça va être un moment où je vais pouvoir être tout seul avec moi-même. La chose la plus luxueuse qui existe dans notre monde, on n'est jamais tout seul avec soi-même. Et là, je vais pouvoir être tout seul, réfléchir. J'aurai donc la mer, la voûte céleste, et moi qui suis au milieu. Et c'est un truc juste incroyable. Et donc du coup, je vais réfléchir aux gens qui sont à terre, dans ma tête. Je serai pas seul, tout à fait, vous voyez. Et la gestion des émotions, parce que quand on est seul, parfois on peut être submergé. Ce que tu viens de décrire, Non, c'est moi, très je joli. suis une machine, j'ai pas de... Ça ne m'intéresse pas. non, Et ouais. notamment, il y a une émotion, on en parlait tout à l'heure, c'est la peur. Est-ce que tu as déjà eu peur en bateau? Bah oui. Et en fait, comment tu gères ça? Comment on gère ces peurs? En fait, alors j'ai déjà eu peur en bateau, mais la vraie peur, hein, la peur qui prend au ventre et qui vous Submerge. qui vous tétanise, ouais, qui vous submerge, qui vous remplit pleinement. Mais comme on peut avoir n'importe quelle émotion, on peut être totalement rempli d'amour, on peut être totalement rempli d'animosité, de plein d'autres trucs. Mais là, la peur, c'est la chose la plus étrange qu'on puisse tester. Et en général, la peur s'associe à la certitude qu'on s'en sortira pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Et comment parce que t'es quand même seul, livré Ouais. à toi-même, t'es obligé de le dépasser, Ouais. ce truc-là, et ça doit être très très compliqué. Alors moi j'ai une méthode, mais je sais pas si ça marche avec tout le monde, hein. Je regarde la montre. Je me dis si je tiens dans une minute, c'est pas mal. Si je tiens dans une heure, c'est pas mal. Et je me dis à chaque fois, tiens, il y a une heure, je pensais mourir là, et puis en fait, je meurs. Et en fait, à chaque fois, je me dis, je fais un décompte de minutes, je fais un décompte d'heures, ou je fais un décompte de jours, en disant, tiens, si le jour se lève et je suis encore là, c'est pas mal. Tu saucissonnes le temps, en fait. Ouais. Et en Ouais. fait, je vais jusqu'au petit jour. Je vais jusqu'à tel truc. Et ça permet de ne pas penser au reste parce que, en général, c'est quand ça cartonne, hein, et qu'on a vidé le bateau au seau et qu'on n'en peut plus du tout. Physiquement, on dit, là, j'ai tout donné. Et on voit le baromètre qui redescend encore. Et on se dit, mais ça va être pire parce que c'est comme ça. Et si on voit dans sa globalité, on désespère. Et si on perd l'espoir, on n'a plus la force. Tant qu'on a la force, l'espoir de se dire, je tiens encore tant de temps, et ça, je peux le faire, on peut aller beaucoup plus loin de ce qu'on imagine. Mais techniquement, moi, je veux pas qu'il fasse mauvais comme temps, hein. Moi, je veux qu'il fasse beau, hein. Je suis bien Je suis d'accord. pas parti pour qu'il fasse mauvais, hein. Je Et regarde la colère, est-ce que ça t'arrive? Comment tu gères la colère? moi, je suis pas Tu colérique. râles après le bateau? Jamais? Non, moi, je râle après les humains, pas après le bateau. Il y a, par exemple, l'un des trucs les pires pour tous mes voisins de bateau, hein, c'est la pétole, quand il n'y a pas de vent. Ouais. Ils supportent pas. C'est marrant, hein, ils supportent pas. Et moi, quand il n'y a pas de vent, je suis au même endroit, c'est pas grave.
Et alors ça m'énerve un peu parce que des fois les voiles elles claquent, et puis je sens le bateau il souffre. Oui. Et ça me contrarie. Mais sinon, je me souviens une fois, je suis resté 3 jours au même endroit. Alors c'était en rentrant de retour de l'Atlantique. On dit bonjour à nos voisins Ayrton qui est concurrent britannique. Et en rentrant de Saint-Martin pour aller aux Açores, il y a une partie où il y a pas beaucoup de vent. J'avais un petit bateau, un 25 pieds, donc 7,60 m, sans moteur. Et j'avais pas de toilette à l'époque. À l'époque, j'avais un seau. Donc, une fois qu'on a fabriqué notre magnifique création, on jette le seau et puis on nettoie le seau. Et là, je vais pour jeter mon seau. Et il y avait la dernière création de la veille, qui était à côté du bateau et qui dérivait à la même vitesse que mon bateau. 3 jours, ça a duré 3 jours. Ça m'a pas contrarié, on lit plus, hein. C'est tout. Ça me... Avant d'être en colère, j'arrive pas. Par contre, pour les humains, je peux être en colère. Tu emmènes de la musique? Ouais. Ah oui, de la musique, ouais. Donc ça, c'est autorisé par contre, oui, par le règlement de avec, la GGR. Avec des cassettes. Ouais. La bonne vieille cassette d'autoradio. Tu n'as pas le droit au MP3 ? Non. Ah oui, uniquement Cassette. l'autoradio à l'ancienne, qui est incrustée d'ailleurs dans le... dans le carré. Dans le carré, c'est un vieil autoradio des années 80-90. Un clarion. Un clarion, ouais, sur lequel tu C'est l'autoradio à tiroir là, avec la poignée, tu t'en vas Oui, sous, exactement, avec- on pourrait le faire tes retirer. courses. Ouais. Ouais. Bon, c'est peu utile en pleine mer, mais on sait jamais. Thomas, On on sait t'a envoyé jamais. une petite photo, ça t'inspire? Je vais reprendre un petit coup de Xanax. Oui, toi, Non, Thomas, parce ça qu'en plus, t'inspire pour- quoi Ben, nous, on est en hiver. Enfin, non, on est en hiver. Non, c'est faux. On est au printemps depuis le 1er septembre, puisqu'on fait rien comme tout le monde, hein. Nous, Ouais. les saisons, c'est au 1er du mois. Et en fait, on est en printemps depuis le 1er septembre et on a un temps pourri. Donc, grosse tempête, etc. Donc, ça m'inspire un élan de liberté, en fait, quand j'entends tout ça. Et moi, la peur, en fait, le premier truc qui me vient, c'est la peur. C'est de se retrouver au milieu de nulle part, d'avoir des creux de je sais pas combien de mètres. Alors, quand tu dis que tu votes pour avoir un beau temps, je vote la même chose que toi, il n'y a aucun problème, mais c'est surtout se retrouver face à des grands creux seul. Et je me demande ce qui se passe dans ta tête, les remises en question, la sagesse, je sais pas, il doit se passer des milliards de choses dans ta tête dans ces moments-là, non ? Ben, en fait, quand tu parles de la peur d'avant, on l'a tous, hein, et c'est ça qui est très drôle, c'est que il n'y a aucun marin qui veut y aller. C'est-à-dire on sait qu'il peut nous attendre quelque chose de vraiment très fort. En revanche, on sait aussi que la plupart du temps, il fait beau, la plupart du temps, on est tellement bien que on a envie d'y retourner. Donc c'est pas un problème. Le ratio peur-bonheur est tellement plus vivant. En fait, quand on est en mer, on se sent vraiment vivant. On fait quelque chose qui nous remplit. Mais vraiment rempli. Il y a des ciels étoilés qui ressemblent à rien de ce que j'ai vu sur Terre. On n'imagine même pas qu'il y ait autant d'étoiles partout. Et imagine en pleine nuit, alors moi je dors dans mon cockpit, là juste ici à côté, et en pleine nuit, la mer elle est fluorescente avec plein de petits points lumineux dedans. Donc en fait il y a du plancton qui réagit et qui devient lumineux, mais comme fait Clochette dans Walt Disney. Déjà c'est louche, on se dit quand même, ça existe ce truc, marrant. Et donc on a la vague que fait le bateau, qui est totalement lumineuse sur 300 mètres. Donc on a une sorte de S, parce que le bateau il va pas droit, dans l'eau. Déjà c'est classe. Et puis la petite vague d'étrave, quand le bateau avance, ça fait des petits éclairs, trop mignon. Et on regarde le ciel, en fait il y a des étoiles dans l'eau, il y a des étoiles dans le ciel, et nous on flotte au milieu. C'est juste pas croyable. Et rien que pour ça, on peut tout à fait se dire, prendre le risque d'avoir du mauvais temps. Le ratio est tellement bien que ça donne trop envie, mais je suis sûr que les alpinistes c'est pareil, ils savent qu'il y a du danger et ils ont un tel ratio de bonheur en inverse qu'ils y retournent. Alors, je vais être un peu provocateur, mais c'est une forme de drogue, et est-ce qu'arrive un certain moment, parce que c'est magnifique, c'est superbe, et en plus, il y a la magie de... Moi j'ai fait un tout petit peu de voile, hein, mais vraiment version optimiste et 4,20, quoi, petit voileux. Mais il y a quelque chose de magique par rapport au moteur, c'est que la voile, il n'y a pas de bruit. Il y a juste le son de la voile, le vent, et le clapotis des vagues sur la coque. Et ça, c'est un truc qui est magique. Est-ce qu'arrivé un moment à ton niveau, ça devient quelque chose où tu te perds, quoi. Ça devient une drogue, et tu as besoin de toujours relever un nouveau défi, d'aller encore plus loin, et non-stop, et y aller tout le temps, en fait.
Alors non, c'est pas vraiment sous la forme de drogue, mais alors juste il n'y a pas de bruit, il y a toujours du bruit en voile. Et ça fait toujours du boucan, mais c'est un bruit qui est un bruit très acceptable. C'est un bruit d'eau, c'est un bruit, c'est presque feng shui un petit peu. Mais en fait, Ouais, c'est pas le moteur, quoi. non, ah bah ouais, tout à fait. Mais il y a du boucan tout le temps, mais on l'a totalement intégré, donc en fait on est en harmonie avec le boucan qu'il y a. Pour le côté drogue, moi la drogue c'est d'être sur mon bateau. C'est pas forcément en mer, mais d'être sur le bateau. Tu te sens vraiment dans ta cabane, dans ton monde, et là tu peux commencer à vivre pour toi, à dessiner, à écrire, à penser. Tu le Tranquillement. fais, ça? Oui, tout à fait. Tu Ouais, ouais, dessines ouais, ouais. quand tu es sur le bateau, tu... Là, je recherche des sponsors en ce moment. Mais, Une autre forme de dessin. mais normalement, j'ai une petite boîte d'aquarelle là-bas, et l'aquarelle c'est très facile parce qu'on peut avoir des tout petits dessins, avec très très peu de matière, on peut fabriquer plein de dessins. Il y a un impact fort, je trouve, dans l'inconscient collectif. Ah ouais, est-ce que- l'effet liberté, il est décuplé. Là. Exactement. Et est-ce que toi, tu as aussi un peu conscience du fait que tu donnes du rêve aussi finalement aux gens qui restent à terre? Alors, Est-ce que- l'état de liberté, j'arrive d'une transatlantique, je vais dans un mouillage à Watt parce qu'il était trop tard pour que je puisse arriver dans un port, et au petit matin, il fallait que je reparte, et je suis reparti, il faisait pas encore jour, et je sors la voile, je mets pas le moteur, je remonte l'ancre, et je passe il y avait des voiliers au mouillage, je repasse entre les voiliers, Ouais. et je repars. Ça, c'est le sentiment de liberté qu'on a en bateau. Vous êtes tout seul, tranquille, le temps, c'est juste le temps de la nature, des marées, des choses. Et ce sentiment de liberté, c'est le même que quand on part au Vendée Globe, sauf qu'il y a plus de gens pour vous regarder, mais ça doit être à peu près le même. L'idée d'offrir du rêve à d'autres personnes, alors là, ça, j'ai pas encore intégré, parce que j'ai eu des gens qui ils sont adorables, hein, tout le monde, et qui m'ont dit, vous nous faites rêver. Ouais. Et, C'est la phrase qui revient. et très souvent, ouais. j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui parlait, parce que je mérite pas ça. Je suis un support peut-être pour des choses qu'ils aimeraient bien faire, hein, mais c'est pas, ouais, j'ai pas encore intégré ça. Quand on rentre de longues traversées, toi, tu as un métier à côté. La réadaptation, Ouais. c'est dur. Ah, ça peut être très dur, oui. En fait, déjà, quand on rentre d'une traversée, déjà, souvent, je ralentis le bateau pour arriver le plus tard possible. Déjà. Et alors, parfois, quand c'est bien géré, la dernière fois, je suis arrivé un peu en retard et j'avais du travail le lendemain. Et donc imagine, pendant 22 jours, je me réveille toutes les 20 minutes, jour-nuit, enfin, tout le temps, toutes les 20 minutes. Et j'arrive, j'accroche le bateau, je rechoppe ma voiture, je vais au travail. C'était un travail de menuiserie à l'époque. Et je bosse avec les collègues. Et du coup, j'étais en pleine forme. Moi, j'avais la sauce et tout. Et là, la transition était plutôt pas mal. Je veux dire, la veille, j'étais sur le bateau. Le lendemain, j'étais au boulot. Ça marchait assez bien. Mais la plupart du temps, je me souviens d'un retour en France après 3 ans. Ouais. 3 ans de bateau. C'était dur. C'était très dur parce que tout me contrariait. Et puis, je comprenais pas les gens à terre. Il faut imaginer, j'avais pas de chaussures. J'avais plus de chaussures. J'ai vécu 3 ans aux Antilles. J'allais pêcher. Je prenais des noix de coco qui sont gratuites. Et puis je récupérais la vieille nourriture des vieux bateaux, des bateaux de location. De plaisance, ouais. Qui louent toutes les semaines. Et toutes les semaines, ils rendent le bateau. Et il y a plein de nourriture dans leur coffre. Alors j'avais l'habitude d'y aller à la nage avec un sac étanche parce que j'avais pas d'annexe. Et puis de demander les cartes. Donc je prenais un calque et je copiais les cartes. Et donc je discutais avec les équipages, et en général les équipages me ramenaient avec une annexe remplie de toutes les boîtes de conserve qu'ils n'avaient pas consommées la semaine. Puis on buvait et tout, c'était bien. J'ai fait ça 3 ans. J'avais 24-25 ans. Et donc quand je suis revenu en France, je me suis aperçu que j'avais plus de chaussures. Mais parce qu'il n'y avait pas besoin. Et donc il y avait des avions dans le ciel en France, vous savez, les petits traits. Ouais. Moi, dans mon ciel à moi, il n'y avait pas d'avion, ça me contrariait. Et puis les voitures, elles allaient vite. Je dis quand même. Et quand je conduisais la voiture, je pensais qu'il y avait un pilote automatique, donc je lâchais le volant souvent. J'étais un danger public. Il a fallu que je me réadapte quand même à la civilisation. Et j'ai fait une formation pour devenir menuisier à l'époque, parce que mon premier métier c'était photographe tout début, et puis après. Et dans la formation pour être menuisier, il m'appelait Robinson. C'est quand même un signe. Hein. Et t'emmènes un appareil photo?
Alors, j'emmène un petit appareil photo, mais très peu, ouais. Ouais. Ah bah, moi, je suis resté à l'argentique, en fait. Bah, c'est bien. Alors, j'ai un Polaroid. Ouais. J'adore les Polaroids. Polaroid est absolument pas parfait, et du coup, alors il n'y a pas de filtre, hein, évidemment. Et du coup, c'est brutal, et je trouve que ça a beaucoup de charme. Donc, j'ai plein de Polaroids de plein de gens. Et là, tu vas partir, tu le disais, avec un appareil argentique, Ouais. genre vieux Canon 24-36. Exactement, ou ce genre ouais, de- un AE1 ou AE1 un ou truc autre. dans le genre-là. Parce que toi, tu as démarré ta vie professionnelle par le métier de photographe, tu le Oui. disais, que tu as très vite arrêté finalement, parce que tu t'es perçu que c'était pas ton truc, en Bah, tout cas de- le milieu dans lequel tu De évoluais. 18 à 24 ans, j'ai commencé comme assistant, puis photographe. Hein. Et c'était dans des studios, donc avec des gros moyens et des grands formats. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais des 4-5 inches ou des 20-25, des gros accordéons. Et parfois, on faisait des petits formats comme Hasselblad. Oui. 6-6. C'est un petit format. Oui. C'est un petit format. C'était un petit format pour nous. C'était super, hein, pour un premier métier, c'était génial. Mais en fait, c'est très, ça me convenait plus par rapport à ce que j'aimais dans la photo, et donc j'étais devenu un très très bon technicien, apprécié de tout le monde, avec un boulot. J'avais un salaire fixe, j'étais employé, ce qui était assez rare à l'époque. Ouais. J'étais en CDI dans un studio, et donc on travaillait pour de nombreux clients. C'était vraiment super, mais ma production, vraiment là c'était vraiment pour sauver mon âme. J'ai quitté ce métier-là, et j'arrivais pas à faire autrement, à faire vraiment de belles photos ou des photos plus personnelles. Et là maintenant, c'est quelque chose que tu arrives à faire justement à travers tes voyages, quand tu pars sur les océans. Tu as de l'inspiration pour faire de la photo. Non, ça fait trop carte postale, et ça va pas me Ouais. convenir. Je préfère quand il y a beaucoup de caractère, des bâtiments en ruine ou des choses comme ça. Il n'y a Ouais. pas trop ça en mer. Pas trop. Non, ça va plutôt être du dessin, des choses comme ça, ou de l'écriture. Mais l'idéal, c'est de ne faire que ce qu'on veut, que ce qu'on désire. Alors d'abord, ça sous-entend deux choses: savoir ce qu'on désire, et puis réussir à le faire. Et ça sous-entend de pouvoir accomplir jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de son désir. Ça semble tout bête, hein, mais en fait, le monde a tellement de contraintes, de murs qu'on se donne soi-même aussi, hein, on n'est pas innocent, qu'on est obligé de réapprendre ça. Alors c'était Picasso qui disait, mais il m'a fallu des années pour redessiner comme un enfant. Et en fait, c'est ça, c'est retrouver le gamin. Il a pas envie de manger un cake, il a pas envie de faire, il le fait pas. Et on ne fait bien que ce qu'on aime. C'est une base. Et donc, si jamais je réussis à être en harmonie avec ce que je veux et ce que j'aime et ce que je fais, eh ben, je suis le roi du monde. Donc le but, c'est ça. Le but, c'est à partir de maintenant, réussir à ne faire que ce que j'aime. C'est super égoïste, c'est pas du tout social, mais je pense que je peux donner plus à ce monde si jamais je fais que ce que j'aime. On est bien d'accord. Le départ de la Golden Globe Race, c'est dans un an maintenant. Ouais, bon, non. Il reste un an pour se préparer. Tu as encore, j'imagine, énormément de choses à faire en termes de préparation du bateau, recherche de finances, tu le disais, tu recherches encore des sponsors. Oui. Quand on se lance comme ça dans l'aventure, il faut avoir combien en poche pour réussir à monter un tel projet? Alors moi, le bateau je l'avais déjà avant, Oui. donc c'était juste pour monter le projet en dehors du bateau. Alors après, ça dépend combien on achète le bateau, mais autour de 30 000 €, vous avez déjà un bon bateau. Puis si vous voulez un Rustler, ce sera plutôt dans les 50 000 pour Ayrton ou voire 70 000 pour d'autres bateaux. Et après, moi je dirais qu'il faut pas loin de 100 000 €. C'est-à-dire que je pensais qu'avec 40 000 € j'étais large, mais c'est des sommes énormes. Enfin moi je trouve que c'est des sommes énormes. Parce que nous ne sommes pas des professionnels, ça semble tout à fait colossal. Mais pour vous donner une idée, rien que les voiles, c'est 20 000 €. Ouais. Le régulateur, c'est 5 000 €. Le régulateur, c'est mon pilote automatique. Et puis Tout mis rien. bout à bout. Et il s'appelle comment? Parce que Il s'appelle Bernard. Bernard. Ouais. Alors Nanar, qui est juste derrière vous, qui est mon régulateur, c'est en hommage de Bernard Moitessier qui va m'aider. Mais si vous prenez par exemple le premier navigateur qui a fait un tour du monde, il s'appelait Joshua Slocum, eh bien, à chaque fois, il disait que celui qui barrait, c'était le barreur de la Nina, celui qui avait découvert l'Amérique, le barreur de Christophe Colomb. Et donc, c'est dans la lignée, comme ça, on donne des noms à des choses. Donc, quand il va bien barrer, je vais dire merci Bernard, et puis quand il va mal barrer, quand même, là, c'est pas correct ce qu'il fait. J'en ai connu un qui s'appelait Giscard. Giscard,
C'est risqué quand même. C'est quand même, Pilote C'est automatique audacieux, c'est Giscard. audacieux comme prénom, ouais. Ouais. c'est un peu... Tu voulais réagir, Thomas, depuis Melbourne, sur ce qu'on vient de dire? Moi, j'ai toujours ce sentiment, enfin, franchement, c'est quelque chose, j'ai toujours été passionné de suivre ces grands navigateurs. Et ce qui m'a impressionné dans ce que tu m'as dit, c'est le poids du bateau, parce que les Formule 1 des mers, c'est toujours la recherche de comment on peut supprimer, enfin gagner du poids, mais gagner du poids dans le sens où comment on peut supprimer le poids. Et j'avais, parce que j'ai travaillé à Marseille et on a accueilli pas mal d'événements de voile, et notamment j'ai eu la chance de voir j'ai oublié le nom de code, mais tu sais, les gros catamarans qui sont sur foil, qui sont des véritables Formule 1 des mers, quoi, qui démarrent, un bateau à moteur ne peut pas le suivre. Et toute cette technologie, toute cette haute technologie, toi, t'en es complètement à l'opposé. C'est-à-dire que le poids, c'est pas un problème, pas de navigation. Je suis vraiment, moi, je suis ébahi. Tu me vends beaucoup plus de rêves que n'importe quelle star qui est sur cette terre, parce qu'il faut avoir quand même du cran, pour rester poli, pour pouvoir prendre son bateau et y aller comme ça, direct. Et comment tu as appris ça? Ça, c'est pas quelque chose d'inné. Alors, on a tous démarré avec des petits bateaux, etc. Mais comment ça t'est venu? Comment tu as appris? Est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que tu as fait une formation? Est-ce que tu as lu des livres? Est-ce que tu as rencontré d'autres navigateurs qui t'ont appris une sorte de compagnonnage dans ce domaine-là? Oui, hormis la première sortie en bateau avec ton frère que tu évoquais tout à l'heure, durant laquelle vous avez failli mourir, tu as appris justement, effectivement, est-ce que tu as pris des cours? Ah, on n'a pas failli mourir, on a failli s'échouer 4 fois, mais ouais. Oui. C'est beaucoup, Alors, Peut-être 4 pas fois. monter avec lui. Hein. Non, mais c'est devenu un bon marin. C'était il y a longtemps, ça. Alors, une fois à Paris, je lis Bernard Moitessier, je décide d'acheter un bateau, je ne sais pas du tout naviguer. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc on avait de témoignages que les livres que je lisais. La communication était beaucoup moins possible. Et donc là, à partir de ce moment-là, je dis à tout le monde au studio où je travaille, je vais faire un tour du monde. Parce qu'en fait, un des trucs qui me caractérise, c'est qu'il n'y a rien qui m'arrête. Et donc, l'inconscience te permet de faire beaucoup plus de bêtises que quelqu'un de conscient. Donc ça aide. Je mets mon bateau à l'eau, j'achète mon bateau, donc j'y connais rien, mais par hasard j'achète plutôt un bon bateau. Donc, comme je suis inconscient, la nature m'a donné beaucoup de chance, en plus pour rattraper, sinon ce serait déjà beaucoup plus compliqué. J'achète un bon bateau, c'était un Aloha 25, je le mets à l'eau, j'oublie de mettre les bouchons, et je le remplis d'eau dans le port. Ça c'était la première contact avec l'eau. Le deuxième, je sors du port, c'était Pornic. J'y me prends comme un pied parce que je savais pas naviguer à l'époque. Je l'échoue devant le port. Pornic, c'est de la vase. Ouais. Évidemment, c'est un dimanche. et les Français, ils digèrent le dimanche, donc ils se déplacent. Ouais. Et donc, ils marchaient sur l'acheté. Et moi, te j'avais voyais envasé. un bateau dans la vase à 60 degrés sur le côté. Moi, j'étais à Sur le l'intérieur flanc. parce qu'en fait, je frimais pas La trop. honte. Hein. Non, tu sors pas sur le pont dans ces cas-là. Et moi, je disais, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire un tour du monde et j'arrive pas à sortir du port. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Après, je suis sorti, j'ai continué à sortir, mais de la peur au ventre, parce que j'avais peur, je loupais tout en fait. Et j'ai talonné un tout petit peu plus en face Noirmoutier, c'est-à-dire que j'ai heurté un rocher. Et après ça, j'ai été pris dans le brouillard, et après ça, imagine dans le brouillard, tu vois que l'avant du bateau. Donc j'ai aucun instrument, je sors du port avec aucun instrument en hiver. Au bruit. Au bruit, exactement. Donc j'ai une petite trompette et je fais pou, pou, pou dans la trompette. Et puis j'entends un bateau qui me tourne autour. Je comprends pas. Et en fait, c'est un bateau de pêche. Il m'a repéré sur le radar et puis il vient me voir. Il me fait mais vous êtes là quand même parce que nous c'est déjà dur avec nos instruments. Et donc en fait le bateau de pêche il m'a ramené au port. Il s'inquiétait pour moi. Et ça c'était le début. Après j'ai heurté une balise dans le chenal de Saint-Nazaire. J'ai fait toutes les bêtises du monde. Et après, j'ai fini par apprendre. En fait, ça s'appelle l'apprentissage par le tâtonnement en pédagogie. Mais faut pas faire ça, hein. Je le déconseille. Et donc, maintenant, je suis un bon marin et je fais gaffe, mais vraiment, j'ai fait, je crois, toutes les erreurs du monde au début. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Un peu comme si vous achetiez une voiture et puis vous d'abord, progressivement, vous faites tous les accidents et puis après, vous devenez un bon conducteur. Et là, tu en arrives à faire un tour du monde en solitaire. Oui. Et pourquoi t'as acheté ce bateau-là plus qu'un autre? C'était exactement le bateau qui était dans les critères. Bateau 10 mètres, un mât relativement court, gréé en côtre. En côtre, ça veut dire que j'ai 2 voiles d'avant,
un génois et une trinquette. Bateau solide dans les budgets et un tirant d'eau pas trop important. Il est né où? Il est né en Angleterre d'un architecte qui s'appelle Maurice Griffith. La conception est des années 70 et lui a été fabriqué dans les années 90. Donc en fait pendant 20 ans, 30 ans, ils ont continué à fabriquer le même bateau. Et celui-là c'est le MK2, c'est la dernière version où on n'a qu'une quille. C'est vraiment quand on regarde, ils ont épuré à peu à chaque modèle. Et tu connais son histoire à ce bateau avant toi? Oui, il y avait un seul propriétaire, c'était John Eastwood, avec qui je suis encore en contact, qui est très content de voir qu'il va faire la course. Et donc, c'était assez sympa, il ne peut plus l'utiliser, il est trop âgé maintenant. Et il est content de voir que le bateau va avoir une deuxième vie. Le bateau a changé de nom, Fair of Shanghai. C'est toi qui l'as rebaptisé. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce nom. Le nom est important sur un bateau. Il y a des marins qui ne rebaptisent pas les bateaux ou qui ont une superstition par rapport avec ça. Alors moi j'ai plein de superstitions mais pas là-dessus. Donc je choisis mes superstitions, c'est quand même la base. Ouais. Et donc Fair of Shanghai, Fay c'est mon amie qui s'appelle Fay et c'est grâce à elle qu'on a choisi ce bateau-là. C'est elle qui avait trouvé cette annonce. Et qui nous a fait faire visiter le bateau. Et puis c'est aussi grâce à son soutien que je suis allé vers ce bateau-là. Donc elle fait vraiment partie du projet et du coup je trouvais que souvent les bateaux ça peut être Chiquita of the Sea ou Princess of Something et donc du coup comme elle est née à Shanghai, je trouvais que Fay of Shanghai ça sonnait très bien. Et que ça allait très bien avec le bateau, même si c'est un garçon. Alors, personne ne sait ce que ça veut dire, Fay of Shanghai, ça s'écrit F-E-I, mais voilà, c'est une chose. Alors, j'ai toujours eu une relation comme ça avec les noms de bateaux, j'adore les noms qui sont très très longs, parce que quand on est à la radio, il faut avoir toujours des noms très courts, et donc du coup, avoir un nom très long, c'est particulièrement inutile. Et mon premier bateau s'appelait Aux îles Bienheureuses. Oui. Nom à rallonge aussi. Impossible à dire à la radio. Ouais. Et donc tu as un peu ta femme avec toi quand tu es sur le bateau? Oui, quelque part, ouais. Moi, de toute façon, j'ai tout le monde avec moi sur le bateau. Hein. Y a des, si on rentre sur le bateau, il y a des petites choses de ma vie partout, écrites partout, très simple, parce que c'est chez moi, parce que faut que ça me ressemble. Justement, c'était ma question. Qu'est-ce que t'emportes? Des photos, des petits objets, des gris-gris, des peluches, je sais pas. Qu'est-ce que t'amènes avec toi? Pour l'instant, j'ai pas de peluche, mais non, moi c'est que des objets. J'ai des photos, mais j'aime pas regarder les photos. Je vais pas m'arrêter à regarder des photos. Par contre, des objets qui représentent chaque personne, ouais. C'est plus. Il y a à nouveau quelques jet skis. C'est une autoroute. Le port de plaisance des Sables d'Olonne. Il y a beaucoup de jet skis ce matin. Ouais. Ça devrait être interdit. Alors le jet ski, c'est un petit peu comme les moustiques. Alors le moustique, on peut se poser la question à quoi ça sert. Et ben le jet ski, c'est le meilleur rapport en mer de Mantaille. Oui, c'est ça. C'est petit, ça fait beaucoup de bruit. Le moustique, il sert à nourrir les oiseaux. Il a un usage dans la grande sphère. Alors que le jet ski, il n'y a pas un seul prédateur, rien. Il n'y a rien. C'est vraiment décevant. Et j'en reviens à la musique. T'emmènes qui? T'emmènes quoi? En matière de musique, qu'est-ce que je vais prendre? Il va y avoir, il y a pas mal de musique, J.J. Cale, du rhythm and blues, des choses comme ça. Ça peut être aussi du Bobby Lapointe, du Boris Vian. Bobby Lapointe, c'est enthousiasmant, et puis bon, ça peut être plein de musique. T'emmènes du classique? Oui, du classique aussi, oui. Mais le classique est souvent trop émotionnel quand même. Mais ça peut être du Mozart, ça peut être du Satie, ça peut être, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs qui sont bien, et surtout, ce qui peut être bien, c'est des trucs auxquels je m'attends pas. Donc vous savez, c'est comme quelqu'un marche et puis il rigole en même temps, et il se raconte une histoire qu'il connaissait pas. C'est ça qui est sympa, c'est ça qui est le sel de la vie, c'est le truc. Ce qui serait bien, c'est que j'ai des cassettes où je me dis tiens, j'avais ça dedans, comme si j'écoutais un truc que tu redécouvres. Que je redécouvre. Voilà. Et est-ce que si ton ami qui va t'enregistrer les cassettes te faisait des petites surprises du type un message de tes enfants ou au milieu, toi tu sais pas. Comment tu réagirais si tu découvrais ça en mer? Sûrement je serais content dans une première phase, mais objectivement en mer, je veux pas avoir trop de choses émotionnelles comme ça.
Ça te sort du truc. Je veux pas avoir de nouvelles de ma famille ou je ne peux rien pour eux. Donc s'ils sont heureux, je vais peut-être être nostalgique de ne pas être avec eux. S'ils sont malheureux ou il y a un problème, je peux rien faire pour eux. Dans toutes les nouvelles qu'ils peuvent m'annoncer, c'est que des nouvelles qui vont altérer mon moment. Donc j'aurai des nouvelles à l'arrivée. Mais ça arrive plein de fois, il y a plein de gens qui sont en déplacement à l'étranger et à l'époque où le téléphone coûtait très cher, les gens passaient souvent 4 mois, 5 mois sans parler à leur famille ou très peu. Ça pose pas de problème. Ouais, Ça posait pas de problème. Donc c'est pas vraiment un exploit, hein, c'est juste comme ça. Non, justement, mais je m'attendais un peu à cette réponse de dire j'ai pas envie de ça en fait. Parce que tu as besoin en fait d'être dans ce moment et si on t'en sort par trop d'émotions, après peut-être que c'est plus compliqué à gérer sur le bateau, ces décharges émotionnelles. C'est le silence après. C'est-à-dire qu'au moment même où on peut avoir l'information, on peut le supporter assez bien, mais le moment après où on n'est plus en contact avec ces infos, hein, ça peut avoir un sentiment de vide, un sentiment de vraie solitude. Mais la vraie solitude, j'ai connue à terre. Hein. En mer, on n'est jamais vraiment seul. C'est difficile à expliquer, mais on est accompagné en mer tout le temps. Est-ce tu que vas te faire tu des pêches vacances là, quand tu vas partir là. Tu vas être Ça content va de être plus des entendre vacances, ça. ouais. Est-ce que tu pêches un peu Oui. Ouais. Alors je pêche, donc c'est une ligne de traîne ici. Et gros défaut, c'est qu'en mer, en pleine mer, on ne pêche que des poissons pélagiques, des gros poissons. Alors c'est pas un gros défaut quand on est plusieurs, mais quand on est seul, on va avoir un bon repas, premier, deuxième, et puis après le troisième, on n'a plus envie de manger de poisson. Donc on chope des poissons qui vont faire 80 cm, 1,50 m, et qui sont faits pour plusieurs. Donc je me sens coupable quand même de... Le poisson il est peinard et tout, et puis je viens l'embêter en le mangeant, c'est pas très bien. Des fois, la dernière fois j'ai eu du mal à pêcher. Mais si j'ai faim, je pêche, hein, mais... Oui, c'est une bonne question par rapport. On parlait de ton régime alimentaire, de comment gérer justement. Et en fait, un approvisionnement quasiment illimité, c'est la pêche. Et tu as répondu à une des questions que j'allais te poser, c'est que si tu te retrouves avec un mastodon sur ton pont et que tu es tout seul à le manger, tu es obligé de le jeter et c'est du gâchis. Mais malgré tout, ça te fait quand même une ressource. Bien sûr, et en plus je peux sécher le poisson, je peux faire des conserves, hein, je peux le faire cuire et quand même le garder quand même plusieurs jours. Objectivement, ça peut être un super apport. Avec quelques épices, ça peut vraiment faire un truc très très bon. Hein. Mais globalement, je ne vais pêcher que dans l'Atlantique, parce qu'après, je serai dans les mers du Sud. Et dans les mers du Sud, il paraît que c'est très difficile de pêcher. Alors ça, c'est pas les mêmes poissons, c'est pas les mêmes facilités. Donc il n'y a que à l'aller et au retour, entre guillemets, l'aller et le retour, qui dure 1 mois et demi chacun. Eh bien, c'est les 2 moments où je vais pouvoir pêcher vraiment. Est-ce qu'il y a une zone que tu vas traverser que tu crains, ou enfin je sais pas si la crainte est le bon terme, mais que tu redoutes ou que tu appréhendes? L'Afrique du Sud, le Cap Town et puis l'Indien après. Alors avant que ça s'appelle le Cap de Bonne-Espérance, ça s'appelait le Cap des Tempêtes parce que c'était le premier nom. Et puis le roi du Portugal a dit Cap des Tempêtes c'est chiant parce que les marins ils veulent plus y aller et tout. Les marins sont délicats quand même. Hein. Oui. Donc on a appelé ça Cap de Bonne-Espérance. Ça marchait aussi, mais c'était un petit peu... En fait, on a le courant des aiguilles et puis les vents qui sont contraires et ça monte des mers qui peuvent être absolument... Ça peut être des montées là-bas. Ouais. À partir du moment où j'ai traversé ça, bon, ça ira mieux, mais c'est sûr que chaque tronçon, chaque morceau de la course, ben, je vais essayer de faire le mieux pour aller à tel endroit. Mais je ne vais pas le voir dans sa globalité parce que ce serait trop fatigant. Après, une fois qu'on est dans l'eau et qu'il n'y a pas la terre, tant qu'on est en mer, ben, on fait le gros dos et puis on va faire avec le bateau pour que ça aille le mieux possible. Une fois qu'on y est, on n'a plus le choix, donc on fera avec. Là, tout à l'heure, tu faisais signe à tes voisins de port qui se préparent aussi pour la course. C'est quoi les relations justement entre marins comme ça parce que vous n'avez pas forcément tous le même objectif. Alors moi, mon idée, c'est qu'on y arrivera tous ensemble. Parce que j'ai toujours fait comme ça. Hein, j'aime bien que tout le monde arrive quand il y a un examen. J'aime bien que toute la classe y arrive, quand je fais partie de l'examen. Hein, Et puis je pense que c'est à vouloir être contre les autres, c'est une erreur tactique et c'est une erreur intellectuelle. Albert Jacquard disait un sportif qui fait son sport pour gagner devrait arrêter le sport.
En fait, on doit faire du sport hein, pour aller au-delà de soi-même et pas écraser les autres et pas être le premier. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, il y a ça. Et puis ensuite, on mange dans les bateaux les uns les autres. On discute, on voit les options. C'est vraiment extrêmement simple. Et pour l'instant, il n'y a pas du tout de concurrence. Chacun parle de ses problèmes, de ses options techniques pour les résoudre. Et c'est vraiment très très sympa. Alors nous, on parle de la GGR Family, la famille de la GGR. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment comme ça. Et puis après, on verra comment ça va se faire après pour la suite. Mais c'est vrai qu'il y a une amitié forte qui se crée. C'est assez intéressant. C'est avant tout une aventure pour moi, humaine, individuelle. Et donc il peut y avoir que du respect entre les différents concurrents. Et je suis pas surprise en fait qu'il n'y ait pas de concurrence affirmée au moins avant le départ. En fait, je pense que j'ai beaucoup plus peur pour les autres que pour moi. Ouais. C'est terrible. Hein. Parce que les autres, je me dis, oh putain, il a pris cette option-là, mais je lui ai donné mon avis, mais là, je suis pas sûr que ça tienne son truc, ou je suis pas. Est-ce qu'il est fort, assez fort intérieurement pour ça, etc. Ouais. On est toujours plus inquiet pour les autres que pour soi. J'ai une dernière petite question. Est-ce que quand même tu as une balise GPS où on peut te suivre sur ton déplacement ? Oui, absolument. Il y a un tracker. Alors, un tracker, on appelle ça une yellow brick. Et ça vous donne ma position toutes les 4 heures, il me semble. Vous savez exactement où je suis, précisément. Donc, vous savez même le vent que j'ai. Et moi, je ne sais pas. C'est très cruel. Hein. Je trouve ça vraiment injuste. En plus, c'est mon électricité. Et je trouve que je suis bien sympa de vous donner de l'électricité pour connaître ma position, alors que moi, je n'en ai pas. Mais bon. Et bon, on va se brancher à Joël 4. Merci à toi Arnaud et puis à très bientôt. À bientôt pour d'autres aventures balades immobiles à découvrir sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, sur notre chaîne YouTube, encore sur notre page Facebook et sur baladesimobiles.com. À très vite les amis, salut. C'est la balade qui s'arrête là, voilà.